Majorité absolue pour Forum civique en Tchécoslovaquie, victoire politique pour Václav Havel. Michel Noir, François Léotard et les sympathisants du mouvement de la Force Unie appellent à la construction d'une maison commune de l'opposition. Contre le racisme et l'antisémitisme, grand concert gratuit organisé ce soir à Paris. La Coupe du monde de football, après le Cameroun, c'est la Roumanie qui crée la surprise en dominant l'Union soviétique. Bonsoir, Monica Seles, cela rime avec jeunesse. À 16 ans, 6 mois et 7 jours, la Yougoslave est devenue la plus jeune gagnante de l'histoire de Roland-Garros. Elle a battu la vieille Steffi Graf, 21 ans, en 2-7 sous le regard admiratif de Rémi Goudicelli. Gagner Roland-Garros à 16 ans et demi, record absolu pour les statistiques et concrétisation du plus beau des rêves de jeune fille pour Monica Seles. Face à face sur le court central cet après-midi, le coup droit le plus pur du circuit féminin, servi par Steffi Graf, et le revers à deux mains le plus dévastateur, maîtrisé par Monica Seles. Et la jeune Yougoslave obtient 2 breaks consécutifs au début de cette première manche. La pression est sur Steffi Graf qui s'applique, mais derrière sa ligne de fond. 50 minutes d'interruption à cause de la pluie. Steffi Graf revient sur le court avec la soif de vaincre. C'est pourtant l'un des seuls points du match que la jeune Allemande terminera au filet. Bataille épique pour ce premier set qui se conclut au tie-break. Menée 5 points à 1, Monica Seles trouve alors des angles impossibles pour revenir à la marque et l'emporter 7 points à 6. Deuxième set et scénario connu pour Steffi Graf, à nouveau menée 3-0 et qui devra courir en vain après le score. Aujourd'hui, Seles avait plus de culot et les points décisifs lui sont tout naturellement revenus. C'est un fait que personne ne contestera. Désormais, la jeune Yougoslave peut prétendre à la première place dans la hiérarchie mondiale. Jeu, set et match, Mademoiselle Seles, 2-7-0, 7-6, 6-4. Bravo petite fille, 16 ans, je vous le disais, 6 mois et 7 jours. Tennis, encore football et rugby, page sportive complète dans une quinzaine de minutes. Violent incendie pour des raisons encore inexpliquées la nuit dernière dans un immeuble du 9e arrondissement de Paris. Il y a eu 6 morts, dont 2 enfants. Sur place, reportage d'Anne Gouraud et Thierry Isaac. Rue de Rochechouart, dans le 9e arrondissement. À hauteur du numéro 10, au rez-de-chaussée, des flammes surgissent brusquement vers 3h35 ce matin, des flammes qui gagnent aussitôt les étages supérieurs. Moins de 5 minutes plus tard, les pompiers sont à pied d'œuvre. On a crié tout le monde au feu, au feu, au feu, réveillez-vous, sortez. On est tous sortis dans la rue, mais hélas, il y a des gens qui n'ont pas dû pouvoir sortir. Il faudra près de 2 heures à une centaine de sapeurs-pompiers pour circonscrire l'incendie et 2 de plus pour connaître le bilan définitif. Au 2e étage, 4 corps sont retirés des décombres, un homme, une femme, un adolescent et un bébé. Autre victime au 4e, un couple bloqué par les flammes qui n'a pas eu la chance des locataires du 1er étage. J'étais à la fenêtre de la cuisine et il y avait des flammes. J'ai ouvert la porte, il y avait des flammes. J'ai pris ma gamine et je suis rentré par là et je suis sorti. J'ai sauté la fenêtre et je suis descendu par les toits là qui se trouvent ici au 8. Dans des moments comme ça, on panique pas. Hein. On a le cerveau qui fonctionne, je sais pas moi comment vous dire ça. Ce qui me désole, c'est la famille là. Vous les connaissiez, c'était des amis à vous? C'est des amis à moi, oui. 4 personnes comme ça. Ils ont été pris au piège effectivement, notamment au 2e étage puisqu'il y a eu une propagation par la façade, c'est-à-dire leur fenêtre qui donnait sur l'atelier, et par la cage d'escalier. Donc là, aucune issue pour eux. Et au 4e, eux ont été intoxiqués et asphyxiés rapidement. Reste à savoir si l'incendie s'est bien déclaré dans l'atelier d'encadrement du rez-de-chaussée où étaient entreposés des produits inflammables. Le laboratoire central de la préfecture de police s'est rendu sur place pour mener l'enquête. La nuit dernière toujours, mais près de Bordeaux cette fois, 4 gendarmes agressés par des dizaines de jeunes gens en moto. À l'origine, semble-t-il, un excès de vitesse et un accrochage entre la voiture de gendarmerie et l'une des motos. À Bordeaux, reportage de Christophe Hutto. C'est au cours de la nuit dernière que la patrouille de gendarmerie composée de 4 hommes a été sauvagement agressée à Blanquefort dans la banlieue bordelaise. Selon le commandant Laval, tout est parti d'un accident entre la patrouille et un motard. Les motocyclistes étaient garés partout comme d'habitude.
beaucoup de 200 ou 300 personnes étaient autour là et assistaient à des démonstrations de vitesse. Le véhicule gendarmerie s'est engagé très lentement au pas, au milieu des personnels à pied, des piétons. Et quand il a pointé le bout du capot pour essayer de voir si quelqu'un arrivait à droite ou à gauche, il a été heurté à très grande vitesse. Les témoins parlent de plus de 200 km à l'heure par un motocycliste qui faisait un 400 mètres départ arrêté. Cet accident a mis le feu aux poudres pendant que 3 des 4 gendarmes présents allaient secourir les 2 motards éjectés. Sous la violence du choc à plusieurs mètres, une centaine d'individus totalement déchaînés s'en prenaient à la 505 de service qu'ils saccageaient. Le conducteur était alors pris à partie et plusieurs motards le frappaient. Son témoignage. Je suis resté donc à côté du véhicule et c'est à ce moment-là que je peux évaluer une cinquantaine ou centaine de motards et autres sont venus autour du véhicule pour le détruire. J'ai essayé au maximum étant seul d'éviter la casse, mais je ne pouvais rien faire. À un moment donné, j'ai dû recevoir un coup, je ne me rappelle plus de rien, j'étais inconscient après, j'ai perdu connaissance. Je ne me rappelle plus de rien la suite. Politique, l'opposition enfermée dans ses féodalités doit réfléchir à la construction d'une maison commune. C'est l'appel lancé aujourd'hui par Michel Noir, François Léotard et les sympathisants de la Force Unie. 1500 personnes rassemblées au CNIT et qui invitent leurs aînés de l'UDF et du RPR, pardonnez-moi l'expression, à se bouger un peu. Michel Lemerle. Serait-il plus facile aujourd'hui de réunir l'Allemagne que de rassembler l'opposition française ? La Force Unie ne reculait pas devant la formule choc cet après-midi pour se présenter en véritable croisée de l'union de l'opposition. Elle veut aller plus vite et plus loin que ses partenaires en suscitant à la fois une formation commune et pas une confédération et un mécanisme de sélection pour aboutir à une candidature unique au présidentiel. Paradoxe, ce sont les enfants terribles qui incitent la famille à la sagesse. Il faut que l'opposition enterre sa vie de garçon. Il faut qu'elle comprenne que ce qui était possible, même si c'était mal supporté du temps où elle était jeune, et où M. Le Pen était un galopin, n'est plus possible au moment où il s'approche de l'Élysée avec une gourmandise qui donne froid dans le dos. Ce que nous voulons, ce n'est pas, permettez-moi l'image, ce n'est pas le concubinage, mais un mariage, un beau et vrai mariage en bonne et due forme, avec le contrat, nous l'espérons, avant la fin de l'année. Les états-majors brocardés ce matin à travers un clip ravageur vont-ils l'entendre de cette oreille? La Force Unie a bien l'intention de leur forcer la main. Elle appellera elle-même à une convention nationale si la musique unitaire ne va pas assez vite à son goût. La prime au président sortant en Tchécoslovaquie, majorité absolue pour les 2 formations politiques soutenues par Václav Havel aux élections législatives. Tout s'est passé dans le calme et Prague s'apprête maintenant à célébrer l'amitié entre les peuples. Reportage à Prague de nos envoyés spéciaux Pascal Verdeau et Christian Decarnet. Sur la place de la vieille ville au cœur de Prague, répétition générale ce matin pour le concert de SOS Racisme, retransmis par satellite à Paris et Moscou. Dernière balance pour Murray et les artistes tchèques revenus après la Révolution. Parmi eux, Michael Kossab, artiste de rock et député. C'est difficile, les problèmes de notre État sont énormes et graves. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'humour. Pour moi, il est difficile de passer de la politique au rock, qui évoque plutôt la détente. Retour à la politique, à une centaine de mètres, le bureau électoral est presque vide. 82% de votants vendredi, dont de nombreux Tchèques venus d'Espagne, d'Australie, d'Allemagne. Tout le monde a tenu à voter, même les malades. Ces 3 personnes, membres de la commission électorale, vont emporter une petite urne sous le bras et se rendre à domicile chez une personne âgée. Sous le régime communiste, cette vieille femme se sentait obligée de voter. Elle accueillait les scrutateurs avec méfiance. Aujourd'hui, c'est aussi cela, la libération d'un peuple, le sourire d'une vieille femme et d'un jeune homme. Hier, nous nous sommes rendus chez une femme de 92 ans qui nous attendait avec impatience. Elle était spontanée, enthousiaste, à l'idée de voter librement. La grand-mère n'ira pas au concert de SOS Racisme ce soir. Mais les accents de la fête, à 2 pas de sa maison, lui rappelleront peut-être le printemps de Prague.
Alors, concert à Prague, concert à Moscou également, et puis concert à Paris, en direct sur l'esplanade de Vincennes, Laurence Bobillier. Concert gratuit égale concert populaire? Oui, on peut le dire, concert populaire, même si la pluie commence à tomber sur l'esplanade du château de Vincennes. Ils sont très nombreux à avoir répondu à l'appel de SOS Racisme, massés devant l'estrade où les artistes se succèdent. Et j'ai à mes côtés le responsable de SOS Racisme, Harlem Désir. Alors ce soir, Harlem, pas de discours, c'est avant tout la fête. C'est la fête, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler, parce qu'on est aussi là rassemblés par un idéal. C'est le même idéal qui rassemble les gens d'ailleurs à Prague et à Moscou dans le parc Gorki. C'est de dire que pour vivre ensemble, il faut respecter chaque homme. Et eux, ils viennent juste de conquérir la démocratie. Et ils savent que si des pogroms, si le racisme, l'antisémitisme ou ce qui se passe aujourd'hui par exemple en Kirghizie se produisait chez eux, eh bien la démocratie serait fichue par terre. C'est finalement la même chose que nous défendons ici. Il faut vivre ensemble en respectant l'identité de chacun et en partageant aussi des valeurs communes. C'est l'idée de l'intégration. Alors Harlem Désir, oui, vous développiez plus fréquemment le droit à la différence. Vous semblez un petit peu adoucir votre position en défendant maintenant le droit à l'intégration prioritairement? Non, nous n'avons jamais fait du droit à la différence notre priorité. Je crois que comme vous le savez, il n'y a pas un mouvement qui est plus fait que nous pour promouvoir l'idée de l'intégration. Évidemment, on ne va pas non plus demander aux petits Antillais ou aux petits Beurs de réciter nos ancêtres les Gaulois. Mais nous sommes pour que tous partagent les valeurs de la République. Et maintenant, nous sommes dans une deuxième phase de notre action qui est de faire entrer l'intégration dans les faits. Le moment n'est plus de parler de l'intégration, mais de la faire. Et nous disons d'ailleurs au gouvernement que maintenant, il faut agir. C'est plus le temps des tables rondes et des commissions, c'est le moment de l'action. Merci Harlem Désir. Laurence Bobillier, Yves Simon vient de vous rejoindre aussi, donc un certain nombre de chanteurs vont se produire sur scène ce soir. Oui, Yves Simon qui ne va pas se produire sur scène, mais qui est à nos côtés. Vous avez tenu à vous associer à l'action de SOS Racisme? À m'associer depuis longtemps, oui, parce que, bon, je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Harlem, mais c'est vrai qu'on vit dans un pays qu'on aime, on vit dans un pays aussi qui s'agrandit, c'est-à-dire l'Europe, et qu'il faut qu'on vive bien, qu'on y soit heureux. C'est-à-dire qu'on ait envie, quand on a envie d'avoir un métier, qu'on puisse le faire, qu'il n'y ait pas de problème autre que celui de la compétence qui vienne interférer. Il faut aussi que les gens qui habitent dans ce pays sentent qu'ils sont accueillis, aimés, parce que c'est déjà une tradition et qu'il faut vivre bien dans des maisons agréables et surtout avoir une bonne éducation. Tout part de là. Alors Laurence, on vous retrouve dans un instant, vous le savez mieux que tout autre, l'association qui milite contre les exclusions de toutes sortes a lancé une campagne d'affichage avec pour thème « Nous aimons tous le même pays », une conviction que veut faire partager le mannequin mexicain de l'affiche, mannequin rencontré précisément par Laurence Bobillier. Bonjour, je m'appelle Rosy de la Cruz, je suis mexicaine, j'ai 20 ans et j'habite à Paris depuis 2 ans et demi. Quand on m'a proposé cette affiche, j'ai tout de suite dit oui, parce que je me sens vraiment concernée par le racisme. Moi-même, j'en ai souffert. Un jour, alors que je devais passer la frontière mexico-américaine avec ma mère qui est de couleur blanche, j'avais alors 5 ans. À la douane, ils ne voulaient pas me laisser passer. Ma mère a demandé pourquoi je ne pouvais pas l'accompagner. Ils ont répondu « parce que cet enfant est noir. Ce n'est pas votre fille. » Et aussi ici à Paris, quand j'ai commencé à travailler comme mannequin, j'ai eu des problèmes parce qu'ils cherchaient des filles blondes aux yeux bleus. Et je ne suis pas comme ça. Alors Laurence Bobillier, toujours en direct de l'esplanade de Vincennes pour le grand concert gratuit de SOS Racisme. Avant de parler avec Harlem Désir du choix précisément de ce mannequin mexicain, c'est une blonde aux yeux bleus qui est sur scène derrière vous? Non, c'est pas une blonde aux yeux bleus, non, non, non. Ah, j'en ai aperçu une sur un des grands écrans. Hein. Ah bon? Bah écoutez, je ne la vois pas parce que moi je suis devant les écrans, alors c'est un petit peu difficile. En plus, il y a beaucoup de bruit derrière nous, donc je ne sais pas qui est sur scène actuellement. En tout cas, il y aura bientôt Morane, Sfaïn qui vont succéder, Francis Cabrel. Ils sont en tout une trentaine. Il y a beaucoup de bruit derrière moi, je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Et le dernier artiste va se produire à 7 h du matin, c'est Francis Lalanne, si vous voulez tout savoir. Alors, un mot à Harlem Désir sur le choix de ce mannequin mexicain. Bien, écoutez, ça aurait déjà beaucoup parlé, hein? Oui, ça aurait pu être en fait aussi une jeune fille française,
Ce qu'on a voulu montrer, c'est une espèce d'image de Marianne. C'est un peu comme Jessie Norman quand elle chantait la Marseillaise le 14 juillet à la place de la Concorde. On ne savait plus si elle était américaine, mexicaine ou française. Elle incarnait la République. Et cette photo, on aime tous le même pays, elle dit que quelle que soit notre origine, quelle que soit la couleur de notre peau, quand on vit et qu'on travaille ici, quand on contribue à la réussite de ce pays, eh bien on aime ce pays, on aime ses valeurs et on doit tous y avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est notre contrat pour vivre ensemble. Merci pour ce témoignage en direct de l'esplanade de Vincennes où le concert vient de débuter donc avec quelques petites gouttes de pluie. Des incidents lors de la manifestation qui a réuni un peu plus de 2000 personnes cet après-midi à Paris, manifestation pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Des incidents provoqués selon la police par des éléments perturbateurs qui se sont produits en fin d'après-midi aux environs de la place de la République où la vitrine de la brasserie chez Jenny a notamment été brisée. Cet établissement avait été déjà attaqué par des éléments qualifiés d'incontrôlés lors de la grande manifestation contre l'antisémitisme du 14 mai. Au cours de la manifestation cet après-midi, les mêmes éléments donc ont brisé des vitrines de banques dont celle du Crédit Lyonnais, boulevard Voltaire. L'actualité en France maintenant sous forme de télégramme et avec le commentaire de Thierry Stampfler. Lionel Jospin en visite dans le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui annonce la création dans les 2 ans d'un institut d'études politiques à Lille. S'y ajouteront à une date encore inconnue 2 nouvelles universités dont l'une située dans le Pas-de-Calais. Les implantations et les choix de filières seront confiés à des universitaires et à des scientifiques et non aux experts du ministère. Opération escargot ce matin entre Blain et Nantes en Loire-Atlantique. La commune de Blain, 8000 habitants, réclame depuis 20 ans la création d'un lycée sur son territoire. En mars dernier, 4000 personnes avaient déjà défilé dans le même but. Réponse des autorités régionales aujourd'hui, le projet est certes utile, mais pas nécessaire. Le PDG du constructeur de téléphérique Pomagalski et son directeur technique inculpés d'homicide involontaire hier soir. En janvier 89, à Vaujany dans l'Isère, la chute d'une cabine avait entraîné la mort de 8 techniciens qui vérifiaient l'installation avant sa mise en service. Ce téléphérique était considéré à l'époque comme le plus important d'Europe, avec une capacité de 160 passagers par cabine. Près de 3000 opposants au projet TGV Sud-Est dans les rues de Marseille cet après-midi, venus de 35 communes provinciales, dire non au nouveau trajet proposé par la SNCF. Les manifestants affirment que cette nouvelle ligne abîmerait les paysages de la région et plus particulièrement l'arrière-pays aixois. Selon la SNCF, il serait inutile de continuer à utiliser la ligne existante, la présente un trop grand nombre de courbes limitant la vitesse des trains. Retour à l'actualité sportive, 2e match et 2e surprise dans la Coupe du Monde de football qui se déroule, vous le savez, en Italie. Après le Cameroun vainqueur de l'Argentine, c'est la Roumanie qui a battu l'URSS cet après-midi, 2-0. Commentaire étonné de Jean-Philippe Guille. Ce sont les Soviétiques qui attaquent les premiers. Protasov se présente seul devant Silvio Lung, 1,97 m. Le géant roumain s'interpose brillamment. Protasov et Alenikov jouent le 1-2, un dribble à l'intérieur. Le but est grand ouvert, mais Lung est encore sur la trajectoire. Les Roumains relancent la contre-attaque. Ce sont eux qui vont inscrire le premier but d'une frappe très sèche de Lakatos sur la gauche de Dassaev. 1-0 pour la Roumanie. C'est la surprise sur le ralenti. Dassaev est complètement pris à contre-pied par le tir de l'attaquant du Steaua de Bucarest. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Les Roumains vont rapidement se mettre à l'abri d'un éventuel retour soviétique. Sur cette action, l'arbitre uruguayen siffle un pénalty très discutable, car si Kyliatoulin touche le ballon de la main, il le fait en dehors de la surface de réparation. Lakatos devient provisoirement le meilleur buteur de la Coupe du Monde, 2-0 pour la Roumanie. Les Soviétiques, atteints au moral, ne parviendront plus jamais à inquiéter la défense roumaine. Et Lakatos se permet le luxe de rater une balle de 3-0. Victoire finale des Roumains 2-0, ils sont maintenant en tête de leur groupe. Dans ce groupe B, le match de mercredi entre l'URSS et l'Argentine risque d'être dramatique pour le perdant. Pas de surprise en revanche en Australie où l'équipe de France de rugby s'est inclinée 21-9 ce matin. Les Français ont cru une fois encore que les chamailleries pardonnées en championnat pouvaient l'être aussi en match international. Commentaire d'Alain Dorgance. Alors que la pluie fait des claquettes à Sydney, les claques pleuvent de toutes parts. Le premier test Australie-France se transforme en combat de rue. De cette vilaine bagarre générale à laquelle ont participé les 3 quarts, un joueur sera à l'index à la 13e minute. Abdelatif Benazzi, le 3e ligne marocain du 15 de France, sera expulsé et suspendu pour 2 matchs. Ensuite, les Français feront patte de velours au point de subir le jeu. Michael Laineg, l'ouvreur australien à la botte d'une précision diabolique, inscrira 17 points et contribuera grandement au succès des Wallabies
paraphé par un essai dont le même Leigneg sera l'ordonnateur et Martin le marqueur. Sur ce ballon gagné par la mêlée australienne, une passe sautée du demi d'ouverture australien à destination de Greg Martin qui marque au pied du poteau droit. Après la piètre prestation du 15 de France dans le tournoi des 5 nations, ça ne va pas fort dans le monde français de l'Ovalie. Ça va fort en revanche pour Serge Madec, l'Atlantique à la voile en moins de 7 jours. Serge Madec et ses 4 équipiers de Jet Service 5 ont réalisé cette performance historique aujourd'hui, pulvérisant en 6 jours, 13 heures, 3 minutes et 32 secondes, soit à la moyenne de 19,5 nœuds, leur propre record qui était de 7 jours, 6 heures, 12 minutes et qui datait du 31 mai 1988. La joie des vainqueurs, détenteurs du nouveau record du monde donc de l'Atlantique à la voile, à leur arrivée à Plymouth, en Angleterre. La peinture pour terminer ce journal avec une exposition consacrée à Fernand Léger au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Une rétrospective assez complète où l'on a réussi à faire sortir des collections privées des œuvres réellement plutôt rares. À Lille, reportage de Bernard Lecomte. Communauté urbaine de Lille, région, département, État et sponsors privés réunis pour un budget de 6 millions de francs, dont la moitié en assurance, avec en prime les grands chefs-d'œuvre venus du monde entier, les plus connus comme les plus rares. C'est un peintre qui a été longtemps mal aimé, qu'on a trouvé commun à cause des sujets de la fin de sa vie qui étaient des sujets tirés du quotidien. On a dit qu'il aimait l'industrie et le monde industriel qui est réputé comme non esthétique. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que de notre quotidien contemporain, il a su trouver très tôt, au début du XXe siècle, alors que le monde était encore à peine en train de se transformer, vraiment une beauté nouvelle. Durant plus de 50 ans, Fernand Léger s'est donc attaché à montrer du mieux qu'il le pouvait la beauté plastique du monde moderne. Ami des machines, camarade des travailleurs, poète de la mécanique, 35 ans après sa mort, voilà donc l'artiste que l'on fête aujourd'hui tel un héros pour avoir rendu à l'homme la confiance dans son avenir. Je ne saurais terminer ce journal sans présenter tous les vœux de bonheur à Inès de la Fressange et je le fais au nom de tous mes confrères, hommes de la rédaction d'FR3. La célèbre mannequin s'est mariée cet après-midi à Tarascon en Provence avec Luigi Dorso, un agent de voyage italien de 39 ans. Vous la voyez, Inès de la Fressange, voici son mari. Une soixantaine d'invités, dont Caroline de Monaco, le couturier Christian Lacroix et Gonzague Saint-Brie. Il y avait des chapeaux de toutes les formes et de toutes les couleurs. On applaudit donc à cette union, émotion et haute couture à Tarascon en Provence. Meilleurs vœux, Inès de la Fressange. Il n'y avait pas de grands chevaux cet après-midi à Tarascon. En revanche, il y avait un tierce écarté plus à Évry où il fallait jouer le 16, le 17 et le 9 pour gagner 19 138 francs 50 dans l'ordre et 1312 francs dans le désordre. Et le quarté plus, vous rajoutez le 4 et vous gagnez dans l'ordre 122 415 francs. Et dans un ordre différent, 3 896 francs 40. Tout de suite, la météo plutôt grisaille de Michel Touré. Je vous retrouve à 23h15 pour Soir 3. Très bon début de soirée.